Marie-Antoinette, je suis hélicicultrice, c'est comme ça que s'appelle le métier d'éleveuse d'escargots. Et j'ai démarré mon élevage en 2015. La reproduction, je l'ai faite dès le départ. Et la première année, on dit c'est la chance du débutant, mais ça a bien fonctionné. J'ai eu assez d'escargots pour peupler mon parc et depuis, je suis cette ligne-là. Dans les grandes lignes, le démarrage se fait ici, donc par la reproduction des escargots qui ont hiberné. Et au mois de mars, je les réveille, donc je les mets dans ces caisses-là, je les réhydrate, je les nourris. J'utilise le même aliment que pendant la croissance. L'important, c'est qu'ils soient bien chargés en protéines pour qu'ils reprennent des forces. Un escargot qui a hiberné, il aura sa coquille qui est vide jusqu'à la moitié, donc il aura maigri. Donc jusqu'à ce qu'il ait retrouvé sa pleine forme et rempli sa coquille, ça dure à peu près 1 mois. Au bout de ce mois, je vais leur mettre des bacs de ponte. Ils ne vont pondre que si les conditions idéales sont réunies, la bonne hygrométrie, la bonne température et moyen de pondre leurs œufs. Ils sont en train de faire leur parade amoureuse, entre guillemets. Il y a toujours un troisième qui se joint à 2 qui se sont trouvés, ça fait partie de la parade. Et eux deux sont prêts à s'accoupler, donc chacun va sortir son sexe, en sachant qu'il y en a les escargots sont hermaphrodites, donc tous les deux sont mâles et femelles. Et en l'occurrence, il y en a un qui va sortir le pénis et l'autre va ouvrir le réceptacle pour les spermes. L'accouplement va durer 12 heures, donc pendant les premières 6 heures, celui qui aura sorti le pénis va féconder l'autre escargot et les 6 heures suivantes, tout en restant accouplé, c'est l'inverse qui va se produire. Dans l'appareil reproducteur de l'escargot, il y a un dard, c'est une petite pointe en calcaire en fait, qui permet de signaler quand il y a un escargot tout proche que l'envie est là de s'accoupler. Et c'est ce qu'on retrouve parfois dans les escargots où on dit ouais, on a croqué sur un grain de sable, mais en fait non, c'est juste qu'il y a le dard qui est resté dans la chair. Dans le cas des industriels où il n'y a pas l'appareil reproducteur qui est enlevé. Ça ne se trouve pas chez les héliciculteurs parce qu'on pratique tous le parage, c'est-à-dire on enlève l'appareil reproducteur avant de les commercialiser. Certains vont encore s'accoupler, comme c'était le cas là, ou ils se sont déjà accouplés au mois de septembre en parc, mais ils n'ont pas pu pondre, puisque je les ai mis en hibernation. Donc ceux qui étaient déjà accouplés, ils vont tout de suite se mettre à pondre, les autres s'accouplent et pondent tout de suite après. Une fois qu'ils ont posé leur tête dans le bac de ponte, c'est de la tourbe que moi j'utilise, non traitée, sans adjuvant, le plus basique possible. Ils vont rester comme ça une trentaine d'heures jusqu'à ce qu'ils aient expulsé tous les œufs. Ils vont plutôt se mettre plusieurs dans un seul bac que de choisir un isolément. Quand je mets les bacs de ponte, je les mets début avril puisqu'il y a 21 jours d'incubation pour les œufs, pour que j'ai mes premières éclosions que fin avril, début mai. Pourquoi? Parce que cet escargot craint le gel. Donc on a vraiment cette fenêtre de tir qui est très restreinte. Plus le gelée blanche au mois de mai et pas encore celle du mois d'octobre. Donc il faut vraiment qu'on puisse avoir et les bébés éclos et la bonne saison pour que vraiment ils grandissent de façon homogène sur la période d'élevage. J'ai pas encore d'éclosion parce qu'on est trop tôt, mais j'ai des œufs. Quotidiennement, je vais retirer ces petits pots, donc je les isole et quand ils ont fini, ils vont se coller au couvercle. Et ceux-là, ils vont retourner dans le bac. Il arrive qu'ils s'accouplent une deuxième fois, qu'ils pondent une deuxième fois sur la saison. Il faut toujours remettre le couvercle parce que l'escargot va très lentement, mais il avance tout le temps. Il n'a pas de marche arrière. Je vais utiliser un bac où je vais également mettre le même terreau que celui où les œufs ont été pondus. Et là, je démoule, ouais. Mais c'est pas toujours... voilà. Et ma ponte, elle est là. Et là, on voit bien que les œufs sont collés ensemble. Et c'est l'albumine qui les maintient
à l'éclosion, ça va être la première nourriture pour le bébé. Là, on a à peu près 1000 escargots qui sont censés éclore. Je vais mettre un couvercle. Ce couvercle va permettre à l'escargot qui va éclore, va faire comme les adultes, il va toujours avancer, donc il va grimper le long de la paroi et se coller sous le couvercle. Il y aura plein de petits escargots et plus personne au fond de la boîte. Et c'est ce couvercle-là que je vais disposer dans l'herbe, dans le pré. Et au bout d'une demi-heure, ils auront tous quitté leur couvercle et ils se seront accrochés aux brindilles d'herbe dans le parc. Dès qu'un couvercle est rempli d'escargots et que la boîte en dessous est vide, je les sors. Donc la ponte, elle va s'échelonner sur un mois et demi. Ben, la mise en parc va s'échelonner de la même façon, un mois et demi. Un escargot qui va éclore et qui va coller là-dessus, il pèse 0,04 grammes. Je vais peser les autres éclos pour faire mon comptage de mise en parc. Je me limite en nombre d'escargots au mètre carré dans le parc. Je mets à peu près 300 au mètre carré. Donc tant que je n'ai pas atteint ce chiffre, je les laisse pondre. Une fois que j'ai assez de naissins, je stoppe la reproduction. Donc, je vais les mettre dans un endroit où il y a une température constante et à l'abri de la lumière. Parce que là aussi, déjà, le soleil, les rayons du soleil brûleraient les œufs. Donc, mon couvercle est un peu opaque pour pouvoir franchir et atteindre la pièce dans la pénombre. On estime que chaque escargot, vu qu'ils sont hermaphrodites et que tous les deux vont pondre, chaque escargot est censé pondre entre 80 et 120 œufs chacun. Et donc on fait le ratio par rapport à la taille du parc et de combien on veut peupler. J'en ai gardé à peu près 6000 ici. Et ça doit me fournir en naissins, c'est comme ça que s'appellent les petits bébés. Les naissins seront suffisants en nombre pour peupler la taille de mon parc. Quand on sélectionne les reproducteurs, c'est ce qu'il y a là dans ces caisses, ça se passe au moment de la récolte, en septembre, octobre, et je choisis les escargots qui sont bien bordés, qui ont formé une casquette à l'avant. La coquille monte un peu, ça veut dire que l'escargot a atteint sa taille adulte, sa maturité. Le bout de la coquille est dur et il n'a pas eu d'accident. Sa coquille est parfaite. Donc c'est comme ça que je sélectionne mon reproducteur, parce que si je choisis un escargot où la coquille est un peu abîmée, ça veut dire qu'il n'a pas assez de réserve pour passer l'hiver. Puisque cet escargot, ce reproducteur, il doit hiberner, donc il va s'endormir de octobre jusqu'au mois de mars. Donc il faut qu'il ait suffisamment de réserve. Ils seront jamais avec des parents, ils seront éventuellement avec des frères et des cousins. Donc, chez moi, il y a 250 à 280 000 escargots. Donc si on en prélève 6000, il y a très peu de probabilité qu'il se retrouve tout de suite avec son frère ou sa sœur. Et puis de toute façon, comme il est hermaphrodite, c'est un système de reproduction de toute façon déjà différent qu'un animal à sang chaud. Pour les peu qui font de la repro, on s'échange certains spécimens pour vraiment être sûr, mais on n'a jamais découvert un escargot à deux têtes. Les études ont prouvé qu'il n'y en avait pas, donc, et la pratique a fait que ça s'est vérifié, il n'y a pas de problème. L'élevage d'escargots est né en France que dans les années 1985-90. Avant, on n'élevait pas d'escargots, on ramassait dans la nature. C'était un problème d'extinction de l'espèce qui a fait qu'il faut réfléchir à comment élever de l'escargot pour toujours pouvoir en proposer. Le Bourgogne ne s'y prête pas parce que c'est un solitaire, donc il faudrait beaucoup plus de surface. Il met 2 ans pour atteindre sa taille adulte. Le gros gris, il lui faut 120 jours. Alors, mon système de reproduction, ça marche à mon échelle. Il y en a qui font 1 million de naissins, puisqu'ils produisent pour les autres éliciculteurs. Puisque nous, on prône
escargot né et élevé en France. Et comme tout le monde ne fait pas la repro, il faut bien qu'il y a d'autres éleveurs qui font pour la majorité. Ils utilisent des gouttières, des chéneaux, où ils mettent la tourbe ou le terreau et comme ça, ils récupèrent des longueurs entières avec les œufs. Il faut être présent tout le temps. C'est peut-être pour cette raison-là que beaucoup ne font pas la reproduction. Et puis, c'est minutieux, il faut démouler les œufs, il faut s'en occuper tous les jours. Mais moi, je voulais sécuriser ma mise en parc, donc pouvoir maîtriser que j'ai au moins mes bébés escargots pour mon élevage. Donc pour moi, c'était une évidence que je fasse la reproduction moi-même. Ce que je vends, c'est vraiment le surplus. Si vraiment les conditions étaient idéales et qu'ils ont été tous très formidables, ils sont reproduits et ont pondu tous 120 plutôt que 80 œufs chacun. Donc là, j'ai du surplus et j'en propose aux autres héliciculteurs du secteur. Mais c'est pas tous les ans. On est 4 groupements en France et depuis l'année dernière, suite aux problèmes qu'on a eu durant le Covid, tous les marchés étaient fermés, on n'avait plus de créneaux de commercialisation, on s'est regroupé en fédération. Fédération française de l'héliciculture. C'est une obligation pour faire partie du groupement, il faut que ce soit qui est né en France, oui. Issu de l'exploitation, c'est mieux, mais pas indispensable. Si on ne fait pas sa reproduction, on va acheter des naissances chez un qui est en France. Ce que commercialisent les industriels, c'est de l'escargot importé. Ce qui est fait en France, c'est le beurrage, et encore. Donc on ne parle pas du même escargot. Le beurrage est fait en France, donc c'est fabriqué en France. C'est toute la problématique que rencontrent tous les éleveurs, que ce soit de la grande bête ou même les petites.